Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La République démocratique du Congo est un pays riche avec un impressionnant potentiel en plein cœur de l'Afrique. Quelles sont ses perspectives à court et moyen terme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. Le 19 mai 2024, le président Félix Tshisekedi a échappé à une tentative de coup d'État impliquant des mercenaires citoyens américains. Christian Malanga, opposant congolais résidant aux États-Unis, semble être derrière cette tentative de putsch. Avec près de 100 millions d'habitants, la RDC est riche en ressources naturelles et en minerais. Son développement est cependant entravé par un conflit armé dans l'est du pays. Le Rwanda est ouvertement accusé de soutenir le groupe militaire du M23 depuis plusieurs années. Cette déstabilisation permet à Kigali de se servir en ressources minérales dans les mines du Kivu de la RDC. La richesse des sous-sols est un enjeu de taille et les projets de coopération comme les partenaires potentiels sont nombreux. La Chine, la Russie, mais également les pays occidentaux sont sur les rangs. Confrontée d'un côté à une pauvreté structurelle touchant une large partie de la population, la République démocratique du Congo doit de surcroît faire face aux groupes rebelles et défendre son intégrité territoriale sur ses frontières est. Le 19 mai 2024, le président Félix Tshisekedi a fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Élu en 2018 puis réélu en 2023 avec 73% des voix, sa légitimité était contestée par un opposant ayant des liens avec les États-Unis. RDC, qui sont les 3 Américains impliqués dans le coup d'État déjoué? Le porte-parole de l'armée congolaise a révélé mardi le nom du 3e Américain impliqué dans un coup d'État déjoué à Kinshasa, tandis que les membres de sa famille en Utah se sont réunis pour pleurer Christian Malanga, le chef excentrique de l'attaque effrontée qui visait le palais présidentiel au cours du week-end. Si la victoire de Félix Tshisekedi aux élections semble incontestée, c'est dans les territoires de l'Est que des groupes armés affrontent le pouvoir central congolais. Après le génocide de 1994 au Rwanda, une partie des groupes armés Hutus ont franchi la frontière rwandaise et déstabilisent les régions du Nord et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. La milice M23, formée en 2012 à partir d'anciens militaires Tutsis de l'armée congolaise pour protéger les populations locales, est à son tour accusée par les Nations Unies de massacre et d'être soutenue par le Rwanda voisin, menaçant l'intégrité territoriale de la RDC. Ce soutien du Rwanda au M23 est également admis par le département d'État américain. Escalade des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis condamnent fermement l'intensification des violences dans l'est de la République démocratique du Congo causées par les actions du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies, notamment ses récentes incursions dans la ville de Sake. Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et lui demande de retirer immédiatement tout le personnel de la force de défense du Rwanda de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils, des forces de maintien de la paix des Nations Unies et régionales, des acteurs humanitaires et les vols commerciaux dans l'est de la RDC. L'instabilité qui dure depuis plusieurs décennies exaspère profondément les populations locales vivant à proximité de la frontière est de la République démocratique du Congo. De nombreux espoirs reposent sur le Premier ministre Judith Suminwa, première femme à être nommée à ce poste le 1er avril 2024. En tant que jeune dame de l'Est de la République démocratique du Congo, je suis née pendant la guerre, j'ai grandi dans la guerre, j'ai mis au monde dans la guerre. Ce que j'attends de cette dame, c'est de se pencher, de mettre son énergie dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la région de Beni, où la femme est doublement victime. Cette femme qui cultive est non seulement tuée, mais aussi violée. J'aimerais vraiment que Madame Judith pense à cette femme de l'Est qui vit la guerre depuis 30 ans. Des mesures fermes seront prises pour punir les groupes armés, notamment le M23. À cet effet, la RDC a restauré l'application de la peine de mort pour les militaires coupables de trahison et pour les cas de banditisme urbain.
Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Volker Türk, le haut-commissaire aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Je suis préoccupé par la récente décision du gouvernement de lever le moratoire sur l'application de la peine de mort. Les Nations Unies sont claires à ce sujet. La peine de mort devrait être abolie partout dans le monde. Sur le plan économique, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Avec une croissance de 8% pour un PIB de près de 65 milliards de dollars, la RDC figure toujours parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. La croissance du PIB devrait se modérer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période 2025-2026, tirée par le secteur minier. Avec le secteur agricole employant plus de 60% de la main-d'œuvre en RDC, la vulnérabilité de l'économie aux risques liés au changement climatique, inondations, sécheresse, est substantielle. Un autre défi de taille consiste à reprendre le contrôle des territoires où agissent des groupes armés exploitant illégalement les ressources minières. Ces minerais sont exfiltrés et servent à la fabrication de smartphones pour les entreprises comme Apple. La RDC a même attaqué cette dernière en justice pour complicité et l'a accusée d'utiliser des minerais souillés par le sang des Congolais. Des avocats congolais disent avoir de nouvelles preuves sur la chaîne d'approvisionnement en minéraux d'Apple. Des avocats internationaux représentant le gouvernement de la République démocratique du Congo ont déclaré mercredi qu'ils disposaient de nouvelles preuves fournies par des lanceurs d'alerte, renforçant les craintes selon lesquelles Apple pourrait s'approvisionner en minerais provenant de zones de conflit dans l'est du Congo. Le cabinet d'avocats Amsterdam & Partners a enquêté sur les allégations selon lesquelles des minéraux extraits au Congo par plusieurs sociétés et groupes armés sortent du pays en contrebande via le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Apple n'est pas seul à profiter de ce chaos. Le Rwanda est également suspecté de piller les ressources du sous-sol de son voisin à travers ses soutiens aux groupes armés au Kivu. Ce soupçon existe depuis plusieurs décennies, mais il a récemment été confirmé grâce à l'obligation de traçabilité des minerais. Elle s'impose aux importateurs européens depuis le 1er janvier 2021. La traçabilité des minerais du sang reste un défi. Plusieurs études l'ont confirmé. Le commerce illégal des minerais finance les conflits sur le continent africain. Pour les importateurs européens de minerais, par exemple, des obligations de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont devenues contraignantes depuis le 1er janvier 2021. Pour le spécialiste des questions minières Akumba Diallo, il serait bien de mettre aussi la pression sur les pays voisins ou de transit des minerais qui en vendent plus qu'ils n'en possèdent. C'est le cas, par exemple, du Rwanda, soupçonné d'importer illégalement des minerais congolais. Bien que la RDC soit un principal détenteur de cobalt, de cuivre et un des principaux exportateurs de coltan, ces ressources se trouvent sur les territoires où règnent les groupes armés et ne bénéficient pas à la population. Le Rwanda, pour sa part, rivalise en volume d'exportation de coltan avec la RDC, quoiqu'étant moins bien pourvu en mines. Ce paradoxe explique les tensions bilatérales qui existent sur la contrebande de minerais et le minage illégal. Coltan. En 10 ans, c'est la 5e fois que le Rwanda se classe en tête des exportateurs mondiaux. Non seulement l'année dernière, mais encore en 2014, 2015, 2017 et 2019, le Rwanda a exporté davantage de coltan que la RDC. Après un pic à 2302 tonnes en 2014, les exportations, jusqu'à l'année passée, ont stagné sous les 2000 tonnes. Les chiffres cités plus haut ne tiennent pas compte du marché noir. Essentiel pour la fabrication des appareils électroniques, l'extraction en RDC du coltan est pour une large part artisanale, en particulier dans le nord et le sud Kivu. Dans ces régions, la corruption et les groupes armés rendent difficile la réglementation de l'activité. En outre, peu regardantes sur l'origine du coltan qu'elles achètent,
Les multinationales alimentent le trafic. Pour le président Félix Tshisekedi, la condescendance de l'Occident qui s'obstine à vouloir imposer ses valeurs est un frein au développement de véritables partenariats. Les grands bénéficiaires du développement congolais seront donc la Chine et la Russie. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Kinshasa cherche pourtant désespérément des soutiens occidentaux pour faire fléchir la position du Rwanda dans son soutien aux groupes armés. Le président congolais s'est rendu à Paris le 30 avril 2024 en vue d'obtenir le soutien d'Emmanuel Macron. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France, qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Le président français l'a aussitôt assuré de son soutien contre le Rwanda. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Pour l'instant, cette condamnation reste cependant lettre morte. Bien que tout le monde reconnaisse et condamne l'action intrusive du Rwanda en RDC, personne n'applique de sanctions à son égard. Ce double standard manifeste, en comparaison de la situation en Ukraine, fait dire au président congolais qu'il poursuivra ses relations avec la Russie, bien qu'il ait condamné l'opération militaire spéciale. Les minerais du Kivu sont en effet bien trop utiles à l'industrie occidentale pour qu'elle puisse s'en priver. Et peu de temps après la visite du président congolais à Paris, le 1er mai 2024, la MONUSCO, mission de l'ONU pour la protection des populations civiles, a annoncé se retirer du Sud Kivu. La situation n'est pas pour autant stabilisée. Pour autant, et dans un communiqué de presse, le Conseil de l'Union européenne met en garde contre les répercussions qu'aurait l'escalade des violences. République démocratique du Congo. Déclaration du haut représentant au nom de l'UE sur l'escalade des hostilités dans la partie orientale du pays. L'UE est extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo et par l'aggravation de la situation humanitaire. L'UE condamne la dernière offensive du M23 et réitère sa ferme condamnation des actions des groupes armés dans l'est de la RDC. Ces groupes doivent cesser toutes les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent et se désarmer conformément aux décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Kinshasa a anticipé la nécessité de trouver de nouveaux partenaires. Lors de sa visite en Chine le 28 mai 2023, le président congolais a ainsi voulu tisser un partenariat approfondi avec Pékin. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever parce que il peut produire de très très bonnes choses pour le monde entier. Pékin, de son côté, a compris l'importance de la province du Kivu. Après les violentes inondations de l'été 2023, une équipe chinoise s'est aussitôt rendue sur place dès le mois de juin pour venir en aide aux populations, mais aussi pour remettre en service les infrastructures endommagées et assurer le transport des matières premières.
Nous allons surmonter toutes les difficultés et terminer la mission de sauvetage en tenant compte de nos engagements. Nous essaierons de débloquer la route pour fournir l'aide d'urgence dès que possible afin d'apporter l'espoir aux personnes dans la zone sinistrée. Malgré son poids économique, Pékin traite la République démocratique du Congo sur un pied d'égalité. Et l'accord minier signé dans les années 2000, surnommé le contrat du siècle, a été révisé sans grande difficulté en faveur de la RDC à la demande de Kinshasa. Il consiste en un troc de minerais congolais en échange de la construction d'infrastructures par la Chine. Le contrat minier entre la République démocratique du Congo et la Chine a été révisé jeudi à Kinshasa avec la signature d'un nouvel avenant pour 17 ans et 7 milliards de dollars en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Avec l'accord révisé, le montant du financement des infrastructures passe de 3 à 7 milliards de dollars sur les 17 prochaines années. Pour les autorités congolaises, cette signature permet également de rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre la RDC et la SICOMIN, la société sino-congolaise créée pour l'occasion. La Russie, de son côté, a profité du retrait annoncé dès décembre 2023 de la MONUSCO pour rédiger unilatéralement, en mars 2024, le brouillon d'un accord qui fut publié par l'agence TASS. Ce signal d'ouverture vers une coopération bilatérale dans le domaine militaire est cependant démenti par Kinshasa, qui n'envisage pour le moment aucune signature dans les conditions actuelles. Le gouvernement russe approuve un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, dans le cadre duquel il est prévu d'organiser des exercices conjoints ainsi que des entraînements, de participer à des exercices militaires et d'y assister en tant qu'observateur, à l'invitation des organes concernés, d'effectuer des visites de navires de guerre et de l'aviation militaire sur demande ou sur invitation. La formation des militaires et d'autres formes de coopération sont également prévues. Et pour aller plus loin dans l'analyse, je reçois Charles Onana, politologue spécialiste de la région des Grands Lacs. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Ma première question, quelle analyse faites-vous de la récente tentative du renversement du président congolais ? Écoutez, il y a deux choses. C'est que la première, c'est que le régime de Kigali a toujours menacé de déstabiliser la République démocratique du Congo. Donc, compte tenu des différentes interventions du président Félix Tshisekedi sur le rôle éminent, le rôle, je dirais, indiscutable du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est et la guerre que le Rwanda et ses troupes mènent en République démocratique du Congo, il est évident que le Rwanda n'a jamais cessé d'avoir envie de déstabiliser non seulement l'Est du Congo, mais aussi le pouvoir à Kinshasa. Donc, je ne crois pas que le Rwanda soit totalement indifférent à ce qui se passe là à Kinshasa lorsque on tente de déstabiliser le président de la République et les institutions de ce pays. Le deuxième point, c'est qu'il y a également au sein de l'opposition congolaise des gens qui veulent renverser le régime ou qui aimeraient voir le régime de Kinshasa chuter. Donc, il n'est pas tout à fait surprenant que ce qui s'est passé récemment à Kinshasa puisse effectivement mêler des gens de l'opposition, puisqu'on a vu d'ailleurs un ancien président responsable de la CENI prendre des armes et décider de renverser le régime de Kinshasa. Il est évident que aussi bien dans l'opposition, une partie de l'opposition congolaise que à Kigali, eh bien, des deux côtés, on rêve de voir non seulement le pouvoir de Kinshasa tomber, mais on rêve de voir ce pays complètement déstabilisé. Et le Rwanda s'attelle à le faire depuis maintenant pratiquement 30 ans. Mais on a l'impression que le Rwanda bénéficie d'une certaine impunité, en fait, dans ses actions d'ingérence en RDC. Mais pas seulement en RDC, le Rwanda bénéficie d'une impunité totale depuis les actes qui ont été perpétrés en 1994 en République démocratique du Congo. J'ai eu à rencontrer personnellement le procureur Carla Del Ponte sur la façon dont le tribunal pénal international devait juger, parce que le tribunal pénal international était chargé de juger
tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, eh bien, vous devez constater que une seule partie a été poursuivie, une partie du conflit, c'est-à-dire les Hutus. C'est-à-dire, c'est comme si la rébellion Tutsi de Paul Kagame, qui a pris le pouvoir dans un effroyable bain de sang, n'a pas commis des crimes contre l'humanité. Et le procureur Carla Del Ponte m'a dit que Paul Kagame lui avait dit, en la regardant droit dans les yeux, qu'elle n'était pas venue au tribunal pour poursuivre les Tutsis de l'armée patriotique rwandaise. Quelque temps après, eh bien, le procureur a été évincé de son poste au TPIR. Donc, on constate que cette impunité se poursuit en République démocratique du Congo malgré plus d'une dizaine de rapports des Nations Unies mettant le Rwanda en cause dans la déstabilisation, les crimes contre l'humanité, les crimes de masse en République démocratique du Congo. Eh bien, il n'y a pas de sanctions ni au niveau européen ni au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, dans cet aspect de sanctions, est-ce qu'il y a une chance, vous pensez, que l'entreprise Apple soit condamnée pour l'exploitation illégale des minerais, précisément en République démocratique du Congo? Je doute fort parce que je ne sais pas quel était l'objectif poursuivi par les autorités congolaises. Est-ce que c'était tout simplement une façon d'intimider ou de créer, je dirais, un événement médiatique important? Mais je crois que la République démocratique du Congo a suffisamment d'éléments pour mettre en cause le Rwanda, qui est aujourd'hui le principal pourvoyeur de ressources minières du Congo. Il y a suffisamment de preuves contre le Rwanda que je ne comprends pas pourquoi les autorités congolaises ont préféré attaquer Apple plutôt que d'attaquer le Rwanda, contre qui il y a aujourd'hui des preuves accablantes sur le pillage des minerais. Alors parlons maintenant un peu de géopolitique plus globale. La Chine a annoncé plusieurs projets. D'après vous, quel est le sens dans quel sens va la relation bilatérale? Est-ce que c'est un partenaire qui pourrait changer la donne pour l'économie de la RDC précisément? Tout dépend de ce que veulent les autorités congolaises. La Chine est implantée depuis Joseph Kabila en République démocratique du Congo et même un peu avant. Le problème aujourd'hui, c'est que ce soit les États-Unis ou les pays européens, je dirais les pays partenaires de la République démocratique du Congo en Europe, redoutent la présence de la Chine dans ce pays. Le problème n'est pas de passer le temps à avoir peur de la Chine. Le problème est de savoir ce que propose la Chine. Est-ce que ce que met la Chine sur la table est équivalent à ce que mettent les Occidentaux sur la table? Je ne crois pas. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison que les autorités congolaises cherchent depuis un certain temps à resserrer leurs relations avec la Chine, parce que la Chine a l'air beaucoup plus concrète. Ça ne signifie pas que la Chine est exempte de tout reproche. Non, ça signifie tout simplement que pour le partenariat que les autorités congolaises cherchent ou recherchent avec leurs alliés extérieurs, eh bien, la Chine semble aujourd'hui être le pays qui répond le mieux à leurs attentes. Donc, si les Européens ou les Occidentaux veulent avoir le même traitement en République démocratique du Congo, ils n'ont qu'à reviser leur façon de faire et à se mettre au diapason de la demande des Congolais pour que le partenariat soit, je dirais, à peu près équitable ou respectable. Si ce n'est pas le cas, eh bien la Chine, je crains que la Chine soit le pays qui va tirer le mieux son épingle du jeu dans cette situation. Et je voudrais parler de la relation avec la France. C'est un pays francophone. La France n'a pas été la puissance coloniale. Quel est l'état de la relation aujourd'hui? Très, très difficile. Je pense que la France a préféré, je dirais, construire en quelque sorte son centre de gravité, sa colonne vertébrale au Rwanda. Ça signifie que la France a aujourd'hui, dans sa politique étrangère vis-à-vis de la RDC, un problème de colonne vertébrale. Et donc, je pense que le dernier événement, enfin, il y a eu deux derniers événements. L'avant-dernier événement, c'était l'action ou la présence du président Macron en RDC qui s'est comporté, je dirais, de façon, je dirais, inacceptable pour les Congolais, parce qu'il est venu quasiment sermonner le président de la République démocratique du Congo, alors que on l'a jamais entendu sermonner le président du Rwanda sur son action en République démocratique du Congo. Et le président Tshisekedi, lui, s'est rendu en France récemment.
et on a vu que l'attitude des autorités françaises a été plus qu'ambiguë. Non seulement la France n'a pas soutenu la République démocratique du Congo dans son action contre le Rwanda, mais on a vu très rapidement la France venir signer des contrats avec Kigali et quasiment resserrer encore plus ses liens avec Kigali après avoir reçu le président Tshisekedi. Je crois que c'est une attitude qui est une attitude belliqueuse vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas comment qualifier ça autrement, parce que vous ne pouvez pas considérer que la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone d'Afrique. Vous donnez la francophonie au Rwanda, et quand le président de la République démocratique du Congo se rend à Paris, eh bien, juste dans son dos, on signe des contrats avec le Rwanda, c'est-à-dire avec son agresseur. Donc, il n'y a pas de mot que de considérer que la France a aujourd'hui une position de complicité dans l'action que le Rwanda est en train de mener contre la RDC. Merci Charles Onana. Je vous remercie. Et je vous rappelle que vous êtes politologue spécialiste de la région des Grands Lacs. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échiquier mondial RT en français. Une question nous a été envoyée par Eugène. La France a-t-elle des intérêts avec la République démocratique du Congo ? Malgré la préférence du président français pour l'anglais lors de ses échanges avec les partenaires internationaux, la francophonie est en plein essor sur le continent africain. Avec une croissance démographique importante, Kinshasa est depuis 2016 la première ville francophone au monde devant Paris avec 12,5 millions d'habitants. Cette tendance ne fera que se poursuivre sur le continent africain et le français devrait continuer à rester la langue de travail aussi bien pour les pays africains francophones que pour leurs partenaires. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.